Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes, c'est un ensemble qu'on étudie à la suite de l'ensemble des nombres R. Et l'ensemble des nombres complexes, c'est un ensemble qui est plus large et l'ensemble des nombres R est inclus dans l'ensemble des nombres complexes qui est noté C. Donc, si on dit l'ensemble des nombres complexes, donc, il est noté C. Ce qu'il faut comprendre au niveau des ensembles, c'est très simple. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Et l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est un ensemble qui, où nous avons des nombres qui nous permettent tout simplement de compter les éléments de la nature. Ça peut être les personnes, les arbres, les animaux, etc. Et cet ensemble, vous avez un peu des exemples, 1, 2, etc. Mais à un certain temps, nous avons besoin des nombres qui sont négatifs. Et dans l'ensemble des nombres entiers naturels, il n'y a pas de nombres négatifs. Et on a créé un nouveau ensemble qu'on appelle les entiers relatifs. Et un ensemble des entiers relatifs, c'est noté Z. Donc, pour rappel, on peut l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est noté N comme ça. Et l'ensemble maintenant des nombres entiers relatifs est noté Z. OK? Donc, là, on peut dire N est inclus dans Z. C'est-à-dire tous les nombres entiers naturels sont aussi des nombres entiers relatifs. Si je dis 2, c'est la même chose que plus 2. OK? Donc, à part cet ensemble-là, on a besoin des nombres qui n'ont pas seulement des nombres entiers, mais des nombres en fait décimaux. Et par la suite, on a défini l'ensemble des nombres décimaux. Il y a les décimaux arithmétiques et il y a aussi les décimaux relatifs, l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Et les nombres décimaux relatifs, on peut dire ça englobe tous les nombres entiers relatifs et les nombres décimaux en même temps. Je peux avoir par exemple moins 2,5 plus 4,8, etc. Et à partir de cet ensemble, on a défini un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels, on dit un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B. OK? Et là, on peut dire D est inclus dans Q. Maintenant, parmi les nombres rationnels, il y a des nombres qui ne sont pas rationnels, qu'on appelle les nombres irrationnels. Et si maintenant on fait les nombres rationnels et les nombres irrationnels, ça donne un grand ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels, qui est noté R. Et on peut dire Q est inclus dans R. OK? Et à partir de cet ensemble-là, le problème, c'est quoi? Dans cet ensemble-là, le carré d'un nombre est toujours positif dans R. Et maintenant, si nous avons à résoudre des équations, surtout du second degré, il arrive que nous arrivons à calculer le discriminant et que le discriminant est négatif. Et dans ce cas, à R, on va dire tout simplement, si le discriminant est négatif, donc cette équation-là n'a pas de solution réelle. Maintenant, pour pallier à cela, on a créé un autre ensemble qui est plus vaste, en fait, qui est appelé ensemble C. Et on peut dire R est inclus dans C. Autrement dit, toutes les propriétés qui sont valables pour R sont valables dans l'ensemble C. Donc, cet ensemble-là que nous allons voir aujourd'hui ensemble, et suivez bien et j'espère que vous allez bien comprendre. C'est un ensemble qu'on voit en terminale S, parce qu'en fait, en terminale littéraire, souvent on ne voit pas cette leçon-là. Par définition, ce qu'il faut comprendre, tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme Z, tel que Z égale à A plus IB. Et ce qu'il faut comprendre, dans l'ensemble des nombres complexes, nous avons défini ce qu'on appelle un
nombre qui est appelé un imaginaire pur tel que I au carré égale à moins 1. Donc, on ne peut pas faire cette leçon sans comprendre un peu ce paramètre-là. C'est un nombre tel que le carré est égal à moins 1 qui est appelé imaginaire pur, I au carré égale à moins 1. Et donc, ça nous aidera beaucoup. OK? Donc, retenez que tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus I, B. Et ce qu'il faut retenir ici, A et B sont des nombres réels, appartiennent à R en fait. OK? A et B sont des nombres réels. Mais si nous prenons la partie là, A tout simplement, la partie A, on peut dire la partie A est nommée tout simplement, c'est la partie réelle. C'est la partie réelle. Et la partie maintenant IB, c'est la partie en fait qu'on appelle imaginaire. La partie imaginaire. Donc retenez que un nombre complexe, il y a deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire. OK? Donc, si vous avez un nombre complexe qui est noté A plus I, B, ce qu'il faut retenir ici, tout simplement que cette notation-là, c'est ce qu'on appelle en fait la forme algébrique. Autrement dit, ici, nous avons la forme algébrique de la notation ou bien de l'écriture du nombre complexe que voici. Maintenant, on verra au fil du temps, on peut deux autres notations d'un nombre complexe, à savoir la notation, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Mais pour le moment, retenons un peu ça. Maintenant, d'une manière concrète, qu'est-ce qu'il faut comprendre par un peu cette notation-là? En fait, pour ce faire, regardez bien en fait le repère que nous avons. Et le repère là, c'est un repère orthonormal. OK? Ça veut dire quoi? Les axes sont perpendiculaires et on peut vérifier. Ici, vous voyez, les axes sont perpendiculaires. OK? Donc, un repère orthonormal, les axes sont perpendiculaires et les vecteurs unitaires ont la même norme. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons comme vecteur unitaire U et V. Donc, ici, le repère, on pourrait l'appeler ici U, O, V. En général, souvent, dans les repères que nous avons vus jusqu'à là, souvent on les appelle I, O, J. Mais, étant donné qu'ici déjà nous avons I qui est un imaginaire pur tel que I au carré égale à moins 1, on ne peut pas reprendre le I, sinon ça risque de porter un peu confusion. OK? Maintenant là, OK? Là, nous avons le vecteur unitaire. Les deux vecteurs unitaires ont la même norme, c'est-à-dire si je prends ici 1 cm, pour ce vecteur-là, pour sa longueur, ici aussi je vais prendre 1 cm. Et c'est ça un repère orthonormal. Ça veut dire c'est un repère dont les axes sont perpendiculaires et les vecteurs unitaires ont la même norme. OK? Donc ici, vous comprenez bien les axes. Nous avons ici l'axe des abscisses. Et ici, l'axe des abscisses ici est appelé l'axe des nombres réels ou bien axe des réels tout court pour être simple. Donc l'axe là est appelé axe des réels. Nous avons l'axe des ordonnées qui représente pour nous l'axe des imaginaires ou bien l'axe des nombres imaginaires. Si maintenant nous plaçons un point M quelconque, ici un point M quelconque dans ce plan-là, si je projette ici, nous avons en fait son abscisse. Et l'abscisse est un réel, ça constitue notre point A. Et ici, là, si on projette sur l'axe des ordonnées, nous avons B qui constitue en fait la partie imaginaire. OK? Et ce point M là, on peut dire ses coordonnées sont A, B. Autrement dit, ici en termes de cet ensemble là, au lieu de dire les coordonnées M, B, on va dire tout simplement que les coordonnées de M, ici on pouvait d'un terme simple, les coordonnées de M ici, c'est ici, le point M est associé à un nombre
disons, complexe. Z tel que ici, nous avons Z égale A, I, B. Et là, Z, A, I, B, on peut dire c'est ce qu'on appelle affixe du point M. Donc, affixe. Donc, ici, on peut dire A pour affixe comme ça. Donc, mais là, retenez tout simplement affixe, ça renvoie un peu aux coordonnées. Ok, donc là, on peut dire M est associé au nombre complexe qui est ici égal Z égale A plus I, B. Et ici, on peut dire A, I, B, c'est l'affixe du point M. Ok, donc là, maintenant, si nous avons l'affixe d'un point, maintenant là, on peut avoir des cas. Comme l'écriture là que nous avons, la forme algébrique qui est l'écriture d'un nombre complexe, il peut arriver que A soit nul. Et si A est nul, on peut dire si A est nul, ça veut dire est égal à 0, Z, on va dire c'est tout simplement IB. Et dans ce cas, on va dire Z est un imaginaire pur. Ok? Donc, il peut arriver dans ce cas que ici, tout simplement, si la partie réelle est nulle, ça veut dire tout simplement l'affixe devient tout simplement un imaginaire. Et si maintenant, dans ce cas, on voulait faire, disons, placer ce point-là, ça sera juste sur l'axe des ordonnées, l'axe des imaginaires. Maintenant, comme A peut être nul, de la même manière aussi, on peut avoir B nul. Et si B est nul, Z tout simplement égal à A. Donc, ça veut dire, dans ce cas, nous avons un nombre complexe qui est tout simplement réel. Ok? Donc, c'est des cas qui existent. Ok, maintenant, ce qu'il faut comprendre, là, si vous avez le nombre complexe Z qui est écrit sous la forme algébrique A plus IB, on a le nombre complexe qu'on appelle le nombre complexe conjugué. Donc, si je prends le nombre complexe conjugué de Z, c'est ce qu'on appelle tout simplement Z bar. Z bar. Et Z bar, donc si on parle de nombre complexe conjugué, ça peut nous rappeler tout simplement ce que nous avons vu avec les racines carrées. Si vous avez un nombre qui est un quotient, on peut avoir l'expression conjuguée du dénominateur. Et ici aussi, ça rappelle exactement cela. Si on prend ce cas-là, si vous vous rappelez de l'expression conjuguée d'un dénominateur d'un quotient, ici, ça nous permet tout simplement le conjugué du nombre rationnel Z, c'est appelé Z bar. Là, si vous voulez, on peut mettre comme ça. Z bar, ce n'est rien d'autre A moins I B. Donc, c'est ça. Le nombre complexe Z, c'est A plus IB. Donc, Z bar, c'est-à-dire le nombre complexe conjugué. Conjugué comme ça. Donc, c'est le nombre complexe conjugué est noté tout simplement A, I, B. Ok? Maintenant, là, on verra les propriétés et vous pouvez bien regarder les propriétés. Donc, on peut avoir, si vous avez un vecteur, par exemple, on peut calculer bien, en fait, comment on appelle? On peut calculer l'affixe d'un vecteur. L'affixe d'un vecteur. Donc là, vous pouvez bien voir, on peut toutes les propriétés relatives, on peut à l'affixe et à ici le nombre complexe conjugué. Continuons. Là maintenant, intéressons-nous à cet angle-là. Et l'angle-là, on l'appelle ici l'angle θ. Ok? Et si nous nous intéressons à cet angle, ben, considérons le triangle qui est là. Donc, le triangle qui est défini par là, là, là. Et si nous considérons ce triangle-là, on peut essayer de déterminer le cosinus de l'angle θ. Ici, ce qu'il faut considérer tout simplement que le triangle-là est rectangle ici. Et d'après le théorème de Pythagore, on sait que aussi ici c'est l'hypoténuse, le carré
de là plus le carré de là égale tout simplement le carré de là plus la somme de carré là plus le carré qui est là est égal le carré de l'hypoténuse. Et donc, si on le fait, c'est ce qui nous permet de calculer, disons, la longueur qui est là. Et cette longueur, c'est ce qu'on appelle tout simplement le module de Z. Donc, le module de Z qui est noté, si vous avez Z, vous voyez comme ça, on appelle tout simplement module de Z. Et ce qu'il faut comprendre ici, module, ce n'est rien d'autre, la longueur. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette longueur OM, si j'applique un peu le théorème de Pythagore, on peut dire tout simplement OM au carré égale A au carré plus B au carré. Regardez bien, parce que A au carré, c'est ça. B au carré, si vous regardez, vous projetez cette longueur-là, ce n'est rien d'autre, là, ici, B. Donc, et ce qui nous conduit tout simplement à avoir à OM le radical de A au carré plus B au carré. Autrement dit, le module de Z d'un nombre complexe Z, c'est tout simplement le carré de la partie entière, de la partie réelle du moins, plus le carré de la partie imaginaire, on prend le radical. Et donc, c'est ça le module. Maintenant, là aussi, nous pouvons avoir des propriétés, nous avons des propriétés relatives au module d'un nombre complexe. Et donc là, vous pouvez bien voir toutes les propriétés qui sont là pour le module d'un nombre complexe. Et donc, à partir maintenant de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, intéressons maintenant à l'angle θ. L'angle θ ici, c'est un angle qui est mesuré en radians. OK? Et cet angle qui est mesuré en radians, c'est ce qu'on appelle argument. Donc, si vous entendez argument de Z, ce n'est rien d'autre la mesure en radians de l'angle θ. OK? Donc, c'est ça argument. Et là aussi, il y a les propriétés ici que vous pouvez voir, toutes les propriétés relatives à l'argument. Mais avec les exercices, on verra un tout petit peu, d'une manière un peu plus large, pour comprendre un peu le sens de l'argument. OK? Donc, c'est très important de bien visualiser les propriétés, de les comprendre, parce que elles nous permettront de pouvoir faire un peu des exercices et de comprendre un peu la réalité des choses. À part ça maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut essayer de déterminer le cosinus de l'angle θ. Et le cosinus, donc vous avez appris ça depuis la classe de troisième, que le cosinus ce n'est rien d'autre, le côté adjacent sur en fait l'hypoténuse. Et si j'ai l'angle θ qui est là, le côté adjacent c'est ça. L'hypoténuse c'est là. Et là, tout à l'heure, nous avons dit cette longueur-là, qui est OM, est notée tout simplement le module de Z. Donc, ça veut dire ici, je peux dire, c'est le module de Z. OK? D'une manière concrète, je peux dire tout simplement, côté adjacent ici, c'est A, sur l'hypoténuse ici, c'est module de Z. Et là, on va tirer juste une petite conséquence de cela. Si maintenant, je veux avoir le A ici, ça veut dire A égale module de Z fois cos θ. Retenez bien ça, on verra quel sera un peu l'intérêt de calculer cela. Mais c'est très important. Là maintenant, nous allons nous intéresser de la même manière au sinus de θ. Et sinus, nous savons que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Si je prends l'angle θ, le côté opposé, c'est le côté là. Et le côté là, ce n'est rien d'autre B. Donc l'hypoténuse ici, c'est le module de Z. On peut dire maintenant, c'est B sur module de Z. OK? Et là aussi, on tire une conséquence de cette formule. On peut dire B égale à module de Z fois sinus θ. Maintenant, à partir de ces deux expressions de A et B, nous allons définir en fait une autre forme d'écriture du nombre complexe Z.
Et pour ce faire, suivez bien, là on avait z égale à a plus i b. C'était ça, n'est-ce pas? Pour z, le nombre complexe z. Maintenant, si nous remplaçons a par ça, donc on va avoir a, au lieu de mettre a, on aura module de z cos θ, ben ça c'est un produit, on peut ne pas le mettre, mais on sait que c'est un produit. Ok, plus on avait ib, donc i est là, b, au lieu de mettre b tout court, on remplace par son expression qui est là, la module de z sinus θ. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue juste en faisant une petite transformation. Là, je peux factoriser par module de z. Nous avons module de z ici, module de z là. Et si je le fais, j'ai trouvé ici module de z. Bon, vous pouvez ouvrir une parenthèse. Le module de z. Donc ici, nous avons cos θ plus u sinus θ. Vous voyez? Et nous avons une autre écriture, une autre forme d'écriture du nombre complexe z qui est là. Et cette écriture-là, c'est la forme trigonométrique du nombre complexe z. Et donc ici, nous parlons de la forme trigonométrique. Trigonométrique. Très bien. OK? De la forme trigonométrique de z. Donc, pour rappel, tout à l'heure, on avait z égale tout simplement a, i, b, qui est la forme algébrique. Et ici, maintenant, nous avons une autre forme de l'écriture de z du nombre complexe z, qui est tout simplement module de cos θ plus i sinus θ. Et là aussi, le module, on a appris comment on calcule le module, ce n'est rien d'autre, le radical de a au carré plus b au carré. OK? Maintenant, à partir de là aussi, nous allons nous intéresser à cette partie-là. Donc, on va considérer, ou bien on pose, si vous voulez, tout simplement, que exponentielle de i θ égale à cos θ plus i sinus θ. Donc, on pose, vous connaissez la forme exponentielle. La forme exponentielle i θ égale cos θ plus i sinus θ. Et si nous passons, c'est-à-dire cette expression-là, on dit tout simplement, on pose que cela est noté par i exponentielle i θ. Donc, ce qui me permet de pouvoir écrire d'une autre manière, là, ici, le nombre complexe z, je vais avoir tout simplement le module de z fois, au lieu de mettre cos θ plus i θ, je vais mettre tout simplement exponentielle de i θ. Exponentielle de i θ. Et donc, cela nous donne une troisième forme d'écriture du nombre complexe z. Et cette forme d'écriture-là, c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. La forme exponentielle. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, cette forme exponentielle du nombre complexe z, toutes les propriétés que nous avons sur les fonctions exponentielles vont nous servir donc à manipuler un peu z exponentielle, disons, le module de z exponentielle i θ. Et donc, c'est aussi une formule qu'il faut retenir. Et ici aussi, vous pouvez voir, visualiser toutes les propriétés relatives un peu à cette formule, disons, à cette forme exponentielle du nombre complexe z. Donc, ça, c'est important. Donc, les formules, donc, pour récapituler, on peut dire un nombre complexe peut s'écrire sous trois formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. C'est tout simplement z égale a plus i b. La deuxième forme, c'est ce que nous avons ici. C'est la forme trigonométrique. C'est module de z cos θ plus i θ. OK? Et maintenant, la troisième forme qu'on appelle la forme exponentielle du nombre complexe z, c'est module de z
exponentielle de I θ. Et donc, c'est bien, et toutes les propriétés, vous avez bien vu les propriétés que nous avons par rapport à ça. Et ces propriétés aussi, c'est à retenir parce que elles nous permettent de faire un peu des manipulations, des calculs pour bien assimiler cette partie. Maintenant, là, peut-être on peut, là aussi, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, argument de θ, disons, ce n'est argument de z du moins, c'est en fait tout simplement l'angle θ en radian, la mesure de l'angle en radian. Donc, on reviendra un peu sur ça. Dans cette leçon, on reviendra également, enfin, pour la résolution des équations du second degré à une inconnue. Et là, avec la résolution avec le discriminant. Et le discriminant, pour rappel, c'est b au carré moins 4ac. Et là, il y a trois cas possibles. Delta peut être, disons, on va dire, delta peut être positif. Et si delta est positif, on a deux solutions. Et on verra un peu ça. Delta peut être nul. Dans ce cas, on a une solution double. Donc, on peut dire x1. Ben, ici, comme nous parlons avec les z, au lieu de dire x, souvent on peut dire z1 égale z2 égale a moins b sur 2a. Ok? Si maintenant, on peut avoir delta maintenant qui est négatif. Et là, dans l'ensemble des nombres réels, si delta est négatif, cela n'a pas de solution. Mais ici, dans complexe, on verra qu'on peut avoir z1 égale à moins b, ici, plus i radical de delta sur 2a. Et ici, z2 égale moins b moins i radical de delta sur 2a. C'est-à-dire là, on a deux solutions, disons, qui sont imaginaires, et vous voyez bien le i. Et donc, on verra, en tout cas, dans cette leçon, résolution des équations du second degré, et cela nous permettra un peu de revisiter cela, et surtout que dans le cas où le discriminant delta est négatif. Parce que dans R, si le discriminant est négatif, donc il n'y a pas de solution. Et on pourra avoir par la suite des exercices pour bien compléter et bien assimiler un peu cette leçon. Et globalement, c'est cela qu'on voulait partager avec vous. Et merci de nous avoir suivis. Merci de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.